Imaginez-vous coincé dans l'obscurité totale, votre corps tordu dans une position inhumaine, incapable de bouger d'un millimètre. Chaque respiration devient un combat, chaque seconde une éternité. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires vraies de spéléologie qui ont tourné au cauchemar absolu, où des parents ont dû se battre pour sauver leurs enfants des entrailles de la Terre. La première histoire commence par une journée d'été parfaite en 1992. Un groupe de 10 jeunes scouts a décidé d'explorer la grotte de Kilian, nichée dans les collines boisées de Virginie occidentale. Parmi eux se trouve Kevin Martinez, un adolescent de 13 ans, curieux et téméraire. Pendant que ses camarades restent prudemment dans les passages principaux, Kevin remarque quelque chose que les autres ont manqué, une fissure étroite dans la paroi rocheuse. Ce passage secret l'intrigue. Il ne fait pas plus large que ses épaules, mais pour lui, c'est peut-être un raccourci vers une partie inexplorée de la grotte. Sans prévenir personne, il s'accroupit et commence à s'y faufiler. La roche froide presse contre ses côtes alors qu'il rampe centimètre par centimètre dans cette galerie en forme de L. Au début, tout se passe bien. Kevin progresse lentement mais sûrement, excité à l'idée de découvrir ce qu'il attend de l'autre côté. Puis il atteint le coude du passage, là où la galerie forme un angle aigu. Pour continuer, il doit contorsionner son corps de façon douloureuse, hyperétendre ses genoux et tordre ses jambes dans une position qui lui arrache des grimaces. Mais Kevin est déterminé. Avec un dernier effort, il pousse et parvient à passer l'obstacle. Pendant quelques secondes, il se sent victorieux. Il a réussi. Mais cette euphorie ne dure qu'un instant. Car maintenant qu'il veut faire demi-tour, il réalise avec horreur qu'il ne peut plus bouger. La position qu'il a adoptée pour passer le coude l'a piégé, comme dans un étau de pierre. Ses genoux hyper étendus refusent de plier dans l'autre sens. Plus il panique, plus ses muscles se contractent. Il est complètement bloqué, seul dans les ténèbres. Pendant ce temps, ses camarades commencent à s'inquiéter. Ils comptent et recomptent. Ils sont entrés à 10, mais maintenant il n'y en a plus que 9. Où est passé Kevin? Ils l'appellent, fouillent partout, mais personne n'a remarqué le passage étroit où il s'est engagé. Finalement, Kevin entend leur voix au loin et rassemble ses forces pour crier. Sa voix étouffée et déformée par sa position leur parvient comme un gémissement terrifiant. Il se précipite vers le son et découvre ses pieds qui dépassent de la fissure. Impossible de voir dans quelle position il se trouve exactement. Certains tentent de le tirer par les chevilles, d'autres lui prodiguent des conseils, mais rien n'y fait. Kevin souffre atrocement. Sa cage thoracique comprimée l'empêche de respirer normalement. Ses genoux bloqués lui envoient des décharges de douleur à chaque tentative de mouvement. La nouvelle parvient rapidement à la responsable du groupe, qui n'est autre que la mère de Kevin. Imaginez sa terreur quand elle comprend que son fils est prisonnier de la roche. Elle se précipite dans la grotte et, voyant seulement les pieds de son enfant dépassés de cette faille sinistre, elle comprend immédiatement la gravité de la situation. Après avoir analysé la position de Kevin, elle réalise qu'il n'y a qu'une seule solution. Il doit refaire exactement les mêmes mouvements qu'à l'aller, mais en sens inverse. Cela signifie reproduire cette contorsion atroce qui l'a coincé en premier lieu. Elle s'agrippe aux chevilles de son fils et lui explique ce qu'ils vont faire. Kevin pleure, il a peur, il ne veut pas endurer cette torture une nouvelle fois. Mais la voix ferme de sa mère ne lui laisse aucun choix. Elle commence à tirer. Les hurlements de Kevin résonnent dans la galerie comme les cris d'un animal blessé. Chaque centimètre qu'il parcourt lui arrache la peau contre la roche rugueuse. Ses genoux semblent sur le point de se disloquer. Les autres scouts, à l'extérieur, écoutent ces sons terrifiants en silence, impuissants. Sa mère tremble, les mains en sang à force de tirer, le cœur brisé par les cris de son enfant. Mais elle ne lâche pas. Centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, le corps de Kevin émerge lentement de son piège rocheux. Après ce qui semble une éternité, le torse de Kevin apparaît enfin. Avec un dernier effort désespéré, sa mère le tire complètement hors du passage. Kevin s'effondre, sanglotant et tremblant de tous ses membres. Mais l'épreuve n'est pas terminée. L'adrénaline et la claustrophobie s'emparent de lui. Soudain, la grotte tout entière lui semble être une prison. Pris d'une crise de panique incontrôlable, Kevin doit être escorté rapidement vers la sortie. Il trébuche, halète, sa vision se trouble. Quand il émerge enfin à la lumière du jour, il s'effondre sur l'herbe, aspirant l'air frais comme s'il avait failli se noyer. Cette expérience traumatisante marquera Kevin pour le reste de sa vie. Mais aussi terrifiante soit-elle, cette histoire n'est rien comparée à ce qui va suivre. Car la deuxième histoire est encore plus effroyable. Elle met en scène non pas un enfant coincé, mais toute une famille piégée dans les profondeurs, luttant contre la mort pendant des jours entiers. Le 18 juin 1990, Marc Dubois décide d'emmener ses 2 fils, Julien 13 ans et Thomas 9 ans, explorer la grotte de Rivière-Noire en Virginie occidentale.
Marc a plus de 20 années d'expérience en spéléologie et il brûle d'envie de partager sa passion avec ses garçons. Ils arrivent bien équipés, casque, genouillères et lampes à carbure. Leur exploration commence parfaitement. Ils traversent les premières galeries avec aisance, admirent la grande salle avec son plafond cathédral. Après un encas rapide, le trio s'aventure dans le labyrinthe, un réseau complexe de boyaux étroits et de passages tortueux. Face à une descente de 2,50 m, Marc décide d'abandonner leur sac à dos pour faciliter la progression. Ce sac contient leur nourriture de secours, leur eau supplémentaire et surtout leurs lampes de rechange. Confiant dans ces lampes fraîchement rechargées, Marc pense qu'ils reviendront bien avant l'extinction. Mais à peine 200 mètres plus loin dans le labyrinthe, la lampe de Thomas commence à faiblir. Marc rassure ses fils, ils peuvent faire demi-tour. Mais quelques minutes plus tard, c'est au tour de la lampe de Julien de s'éteindre. Marc pousse encore, sa propre lampe vacillant faiblement. Ils avancent aussi vite qu'ils le peuvent dans les passages étroits, mais le dédale les désoriente complètement. Marc tente de retrouver leur chemin, mais chaque embranchement les mène vers une nouvelle impasse. Et puis, comme si la grotte elle-même voulait sceller leur destin, la dernière lampe de Marc s'éteint. L'obscurité totale les engloutit. Un noir si profond qu'il semble avoir une consistance physique. L'air devient plus lourd, le silence plus oppressant. Les voix anxieuses de ses fils percent le vide. « Papa, on est perdu ?» Marc tente de garder son calme. Il ne peut pas se permettre de paniquer, ses enfants ont besoin de lui. En récupérant le carbure usagé de leur lampe et en utilisant de l'urine dans le réservoir d'eau, il parvient à rallumer une lampe de fortune. Cette lueur pathétique leur permet d'atteindre une petite chambre où ils peuvent s'asseoir. Marc installe ses fils sur leurs genouillères pour les isoler du sol froid et tente de les rassurer. Mais la vérité l'accable. Personne ne sait qu'ils sont ici. Il n'a prévenu personne de leur plan, et leur voiture garée près de l'entrée ne révèle pas dans quelle grotte ils sont entrés. Les minutes s'étirent en heures. La lampe de fortune s'éteint, les replongeant dans les ténèbres absolues. La température constante de la grotte, 12 degrés, s'insinue dans leurs os. Sans nourriture ni eau, leurs corps s'affaiblissent rapidement. À l'extérieur, leur absence finit par être remarquée. Un mercredi, un riverain signale à la police leur véhicule immobilisé. Les enquêteurs contactent la famille en Floride, qui confirme que Marc avait l'intention d'explorer les grottes du comté de Pendleton. Mais personne ne sait à quel point dans la grotte, Marc et ses fils perdent espoir. Leur corps se déshydrate, leur gorge s'irrite à cause de la poussière. Ils se serrent les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Marc songe à tous les protocoles de sécurité qu'il a négligés. 3 sources d'éclairage par personne, informer quelqu'un de leur plan, emporter suffisamment de provisions. Julien et Thomas commencent à voir des flashs lumineux, hallucinations causées par leur état critique. Ils pleurent silencieusement, s'accrochant à leur père qui murmure des mots de réconfort. Tous les 3 prient pour un miracle. Le vendredi matin. Cela fait presque 5 jours qu'ils sont piégés. L'opération de sauvetage s'intensifie, plusieurs groupes de spéléologues et d'urgentistes convergent vers le site. Pour les secouristes, les chances de trouver des survivants après une période si longue sans nourriture ni eau semblent minces. Quand le sac à dos est découvert au fond du labyrinthe. L'espoir vacille. Sa position suggère que la famille s'est aventurée encore plus profondément dans le réseau de boyaux. Les équipes se préparent à ce qu'elle croit être maintenant une mission de récupération de corps. Nous recherchons probablement des victimes, murmure un sauveteur à son collègue en pénétrant dans le labyrinthe. Le silence oppressant de la grotte semble confirmer leurs craintes. Le labyrinthe lui-même représente un défi redoutable. Les passages étroits forcent les sauveteurs à ramper sur le ventre, leurs casques raclant la roche. L'air est épais de poussière et l'odeur âcre du carbure décomposé flotte dans l'atmosphère. Soudain, l'un des sauveteurs s'immobilise, tendant l'oreille. Faiblement, quelque part devant, il y a un son. Une voix faible, à peine audible. Si ténue qu'il doute d'abord de l'avoir entendue. « Vous avez entendu » chuchote-t-il avec urgence. L'équipe s'arrête, retenant son souffle. Puis le son revient, un appel au secours brisé et désespéré. Les sauveteurs échangent des regards incrédules. Comment est-ce possible? Après 5 jours dans cette température glaciale, sans nourriture ni eau, ils accélèrent l'allure, l'adrénaline chassant leur épuisement. Quand leur lampe illumine finalement les silhouettes recroquevillées de Marc et ses fils, ils n'en croient pas leurs yeux. Marc est affaissé contre la paroi, ses bras protégeant ses enfants. Julien et Thomas sont immobiles, leur petit corps tremblant de respiration superficielle. Ces personnes sont à l'article de la mort. Les sauveteurs évaluent rapidement leur état. L'extraction sera périlleuse, ils craignent que la famille ne survive pas au voyage de retour. Thomas, trop faible pour bouger, est sanglé sur une civière. 2 sauveteurs se relaient pour le porter dans les passages étroits. Julien, quoique légèrement plus fort, a besoin d'aide pour marcher. Marc,
déterminé à sortir par ses propres moyens, trébuche fréquemment. Après des heures d'efforts acharnés, l'équipe de secours émerge enfin de la grotte. La lumière du soleil contraste brutalement avec les ténèbres qu'ils viennent de quitter. Les médecins se précipitent, évaluent l'état de la famille et prodiguent les premiers soins. Contre toute attente, la famille Dubois a survécu à cette épreuve inouïe. Leur histoire restera gravée dans les annales de la spéléologie comme un témoignage de la volonté humaine face à l'impossible.